au fond, pourquoi vous avez écrit une biographie de cet écrivain-là, qui était un écrivain finalement bien avant la publication du Comte en Sainte-Beuve, qui était fidèle à un futur credo proustien, qui est que la vie et l'œuvre d'un écrivain n'ont aucun rapport, et que sa vie n'avait aucun rapport avec son œuvre, et qui même dans la biographie qu'elle fait avec Arnaud Rickner, l'un des auteurs de la Pléiade, dissimule beaucoup de choses concernant sa vie, veut avoir une non-vie. Bon, pourquoi c'est cet écrivain-là, alors que vous êtes théoricienne de la biographie, que vous avez choisi, ce paradoxe-là que vous avez choisi sur lequel vous avez choisi de passer 7 ans, je crois. Oui, à peu près 7 ans. Oui. Voilà. Comment ça se passe et quels sont vos premiers rapports avec Sarraute quand vous lui expliquez que vous allez faire sa biographie? Elle ne savait pas que j'allais faire sa biographie, ni moi non plus. Ça m'est venu comme projet bien après sa mort. Et de façon un petit peu cocasse, j'ai servi de soi-disant spécialiste dans une émission de télévision concernant les écrivains et leur maison. Et on a consacré une émission à Nathalie Sarraute et j'étais censée commenter Nathalie Sarraute en tant qu'écrivain. J'étais là en tant qu'universitaire, si vous voulez, en tant que soi-disant spécialiste de ses œuvres. Et quand j'ai vu l'émission, on avait mis mon nom et puis en dessous biographe. Alors j'ai dit à la dame qui avait monté l'émission, il y a erreur, je ne suis pas du tout la biographe de Nathalie Sarraute. Et elle a répondu en disant, non, on le sait bien, mais c'est ce qu'on met quand on veut indiquer que la personne sait de quoi elle parle, plus ou moins. Si on met universitaire ou critique, ça effraie le public, dont mieux vaut se contenter de biographe. J'ai rigolé, j'ai trouvé ça rigolo, mais enfin, j'y avais toujours pas pensé de manière sérieuse. Et puis après, j'ai constaté qu'on commençait à écrire des biographies d'écrivains, de personnages qui étaient aussi hostiles que Nathalie Sarraute l'était à l'idée de biographie. Il y avait de Benoît Peters la belle biographie de Derrida, où il affronte c'était pas tout à fait le veto, mais à peu près qu'avait imposé Derrida à l'idée d'une biographie. Et puis par la suite, j'avais déjà commencé, il y a eu la biographie de Tiphaine Samoyau de Barthes, le Barthes qui avait prononcé la mort de l'auteur. Donc je me suis rendu compte que, en fait, les écrivains qui étaient contre la biographie se prêtaient très bien à des biographies en bonne et due forme. Et c'était de très bons exemples. Et ça m'a fait penser que ce serait peut-être le moment d'en faire une consacrée à Nathalie Sarraute. Et j'avais rencontré Dominique Sarraute, la dernière de ses 3 filles, et on a déjeuné ensemble et je lui ai dit « Est-ce que vous savez si quelqu'un s'occupe de la biographie de Nathalie Sarraute ?» Elle a dit non, mais maintenant que vous le dites, c'est une excellente idée, allez-y. Et j'ai dit, mais vous ne comprenez pas, c'est pas mon métier, je suis universitaire, j'écris des trucs complètement académiques, universitaires, c'est pas moi qui dois faire ça, d'autant plus que je suis anglaise et non pas française. Elle a fini par me convaincre, et je me suis dit, bon, je m'y mets. Elle a dit, Dominique, qu'elle ferait tout pour m'aider, qu'elle me donnait l'autorisation de consulter tous les documents à la BNF, sauf les manuscrits où il y a un embargo jusqu'en 2036, mais ce n'est pas la faute à Dominique, si vous voulez, c'est Nathalie Sarraute qui l'avait voulu comme ça. Alors, je me suis plongée dans cette histoire. Et j'ai fini par constater que vraiment ça avait un sens. C'est vrai que les livres de Nathalie Sarraute portent très peu de traces de sa vie telle qu'elle l'a vécue à l'extérieur, si vous voulez. Donc la biographie ne sert pas vraiment de clé à ses œuvres. Il
Il y a une exception, c'est Enfance qui se termine à l'âge de 12 ans, C'est vrai. mais qui n'est pas vraiment une autobiographie, justement, au sens traditionnel. En plus, non, exception faite d'enfance, oui, il faut le dire. Mais pour les autres, pour les romans et pour les autres textes, non, rien. Enfin, si on sait, on voit des liens, mais grosso modo, on ne peut pas dire que les livres de Nathalie Sarraute soient des livres où elle raconte sa vie de manière romancée. Donc ça n'a aucun sens de faire comme si on allait trouver des clés. Mais ce qui m'a frappé au fur et à mesure des années, c'est que le contexte dans lequel Nathalie Sarraute a écrit avait tellement évolué que ça valait la peine de reconstituer le monde, le contexte dans lequel ces livres ont vu le jour. Et j'avais un peu compris ça en faisant la Pléiade, parce qu'elle évoquait des auteurs qu'on lisait au début du siècle. Ce n'étaient pas des auteurs qu'on lisait dans les années 50, 60, 70, où elle a commencé à être reconnue. Et c'est une écrivaine, ça ne lui aurait pas plu. Oui, ça ne lui aurait pas plu, mais c'est ce qu'on dit de nos jours. Et le fait que c'est une femme justifie largement, je trouve, cet usage. Bon, elle était, en tant qu'écrivaine, elle appartenait à une génération littéraire où les écrivains, masculins et féminins, étaient pour la plupart plus jeunes qu'elle. Bref, elle avait eu une initiation, une éducation littéraire qui remontait beaucoup plus loin que la leur. Donc, il y avait des traces dans ce qu'elle écrit, surtout dans ses œuvres critiques. Donc ça m'a obligée à me rendre compte qu'en fait, je connaissais moins bien les œuvres de Nathalie Sarraute, faute de bien comprendre le contexte dans lequel elles avaient émergé. Et on était 12 ans après le décès de Nathalie Sarraute qui est décédée en 1999, donc à l'âge de 99 ans. Il me semblait, reconstituer le monde dans lequel elle avait vécu pour rendre justice à ses œuvres. Et il y avait aussi le fait qu'il y avait trop d'universitaires comme moi qui faisaient lire Nathalie Sarraute à leurs étudiants en disant « Voilà, c'est un texte qu'on va analyser. Il y a des règles d'analyse. » Et c'était peut-être pas la meilleure méthode pour faire aimer les livres de Nathalie Sarraute par les lecteurs. Et je constatais également qu'on parlait moins de Nathalie Sarraute que de son vivant. Si bien que je me suis dit qu'une biographie pourrait servir à réintéresser les gens à Nathalie Sarraute en la rendant vivante comme je l'ai connue. Je l'avais un peu fréquentée vers la fin de sa vie, donc je l'avais connue vivante, et c'était une femme très vivante, n'est-ce pas? Et je voulais une Nathalie Sarraute vivante, pour lesquels les livres avaient été un projet d'une importance qu'on peut comprendre d'après ces remarques-là. Quelqu'un qui avait en tête un projet qu'elle voulait réussir et dont elle n'était jamais satisfaite. C'était pas quelqu'un qui avait inventé des textes pour ennuyer les étudiants, si vous voulez dire. Et en avant, est-ce que vous pouvez nous parler de l'expérience de la Seconde Guerre mondiale pour Nathalie Sarraute? Oui. C'est qu'elle publie Tropisme à la veille de la Seconde Guerre mondiale, et puis arrive donc ce que vous savez tous, 1939, la défaite, etc. Bon. Et le statut des Juifs, etc., etc. Est-ce que vous pouvez raconter brièvement ce qui va lui arriver et la façon dont elle va à ce moment-là le penser et dont elle le pensera après-guerre? Oui. C'est ce qui lui arrive, ce qui arrive à son mari
Et pour moi, c'est une découverte inouïe que vous faites, puisque, bon, pour le dire très vite, sa famille va faire la bêtise d'aller se déclarer comme juif au commissariat, et donc en paye très très lourdement les conséquences. Oui. Le père de Nathalie Sarraute a dit qu'il n'avait pas honte d'être juif, et si on lui demandait de se déclarer juif, il était prêt à le faire. Le mari de Nathalie Sarraute, elle s'était mariée à l'âge de 23 ans, donc en 23. Le mari dont la mère avait été également russe juive, mais qu'il avait perdu très jeune, le mari l'a fortement déconseillé d'aller se déclarer juif. Mais elle a insisté pour accompagner son père. Ils se sont tous les deux déclarés juifs parce qu'ils disaient que c'était vrai, ils étaient juifs et il n'y avait rien à cacher. Donc ils sont juifs, ils vont bien le déclarer si nécessaire. Et le père, du moment que les mesures antisémites s'installent, se trouve obligé de passer son usine, il y avait une usine de colorants, de confier l'usine à un collègue arien, parce qu'il fallait arianiser, comme on disait, les commerces, enfin toutes les activités juives. Il a confié son affaire à un collègue qui s'appelait, en l'occurrence, De Marteau. Je ne sais pas si vous savez que le deuxième roman de Nathalie Sarraute s'appelle Marteau. Voilà, un lien sans qu'on le sache. Et là, il est question de confier l'achat d'une maison à un collègue qui se montre un peu suspect par moment. On ne sait pas trop ce qu'il veut. Bref, c'est une parenthèse. Donc, le père s'enfuit en Suisse. Il regagne la Suisse qu'il avait connue pendant ses études à Genève. Lui regagne la Suisse. Il veut que Nathalie le suive pour se protéger contre les mesures anti-juives. Elle veut pas quitter son mari, elle veut pas quitter ses 3 filles, elle veut pas partir avec ses 3 filles en Suisse, donc elle reste. Les 3 filles qui sont nées à quelle année? Elles sont nées en 27, 30 et 33. Donc elles étaient toujours assez jeunes. Mais elle constate qu'en fait, c'était pas évident d'être juive sous l'occupation. Elle part passer les vacances d'été en 41 dans un village qui s'appelle Janvry, c'est pas très loin, c'est près de Gif-sur-Yvette. J'ai une amie qui vit à Gif-sur-Yvette avec qui j'ai pu découvrir le village de Janvry et j'ai pu identifier la maison où Nathalie s'est cachée. Enfin, elle ne s'est pas cachée, mais elle n'a jamais voulu porter l'étoile jaune. Donc, pour les gens du village, c'était une dame comme une autre, une bourgeoise, qui était là avec ses filles. Mais son voisin, un boulanger, était un délateur. Il dénonçait n'importe qui soit juif ou non. Et il a raconté à la dame qui tenait la café du village où Nathalie allait écrire déjà sous l'occupation, que ce monsieur racontait qu'il soupçonnait Nathalie d'être juive et qu'il allait tirer la question au clair à la préfecture. Et la dame qui tenait le café disait « J'y crois rien, c'est complètement idiot ce qu'il raconte. » Et Nathalie dit « Oui, bien sûr, c'est complètement idiot. » Mais c'était le week-end, Raymond qui venait la rejoindre parce qu'il partait à travailler, il était avocat à Paris. C'était tous les deux avocats à Paris. Oui. Et elle peut-être très très peu, mais oui. Oui. Et en fait, elle avait été radiée du barreau en 30, je ne sais plus exactement quand, 38-39, parce qu'elle était née d'un père étranger. Et russe étranger, ça voulait dire grosso modo pour les avocats, pour le barreau, juif. On ne le disait pas en toutes lettres. Bref, Raymond est revenu et a dit il faut qu'on parte tout de suite.
Alors, ils ont téléphoné ils sont partis dans le village d'à côté pour téléphoner à des amis en disant « Est-ce que vous pouvez téléphoner au café du village en disant que la mère de Nathalie est gravement malade et qu'on doit repartir tout de suite ?» Donc, ils ont pu repartir avant que le méchant boulanger aille à la préfecture tirer la chose au clair, comme il avait prétendu le faire. À ce moment-là, ça devient grave parce que Nathalie Sarraute sait qu'elle peut être recherchée par la Gestapo. Elle va chez des amis juifs d'ailleurs, elle se cache chez eux un moment, sachant que c'est très dangereux pour eux. Elle loue une chambre et les enfants rentrent chez leur père. Nathalie se cache dans cette chambre. Et puis, elle part grâce à une amie non juive, mais de gauche, devenue communiste par la suite. Grâce à cette amie, elle a pu trouver un endroit où elle a vécu plus d'1 an sous un faux nom, un nom comme quoi elle n'était plus juive. Elle est partie avec 2 de ses filles parce que l'aînée était déjà au lycée. Dans l'entretemps, Nathalie et son mari ont divorcé parce que Raymond, en tant qu'avocat, ne pouvait plus exercer s'il était considéré comme étant lui-même juif. Et être juif, c'est avoir plus de 2 ou 4 grands-parents, je suis nulle en maths. Donc, le fait que Raymond avait eu une mère juive décédée devenait problématique parce qu'à ce moment, être marié avec une juive et ayant une mère juive, ça posait des problèmes. Lui devenait juif sans s'être déclaré. Donc, la solution, c'était qu'il divorce. Et Nathalie, enfin, à l'amiable, on peut dire, c'était pour l'administration. Donc, Nathalie est divorcée. Si elle est juive, c'est en quelque sorte tant pis pour elle, mais Raymond est sauvé, en quelque sorte. Mais il arrive par malheur que le nom de Raymond... Justement, ce qui est très étonnant, c'est comme ils sont avocats, je veux dire, tous les deux font vraiment des textes juridiquement imparables pour justifier le divorce. Enfin, oui. C'est assez drôle, la profession d'avocat se retourne, ils utilisent leur talent d'avocat pour faire des lettres pour accuser le conjoint. Oui. Et Nathalie, son talent de romancière, parce qu'elle a inventé des choses auprès d'un autre avocat qui devait faire le divorce, pour dire combien Raymond avait été indigne. Et à l'époque, on ne pouvait pas divorcer à l'amiable. Il fallait des lettres insupportables écrites par l'un contre l'autre. Alors c'est Nathalie qui avait rédigé cette lettre que Raymond était censé avoir signée pour dire des choses. C'est dommage. On n'a jamais su ce qu'il y avait dans cette lettre. La lettre s'est perdue, mais elle était tellement convaincante que l'avocat a dit à la suite de la guerre, ayant découvert qu'il n'en était rien, que c'était un mariage très bien, une relation très bien entre les deux, il n'avait jamais pu se défaire de l'image de ce Raymond telle que Nathalie l'avait décrite dans cette lettre. Mais il arrive que Raymond Sarraute a un nom qui ressemble à un avocat qui défendait des résistants communistes. Et ce monsieur s'appelait Sarraute. Et on peut concevoir qu'en lisant une liste de noms d'avocats dont on ne voulait pas, dont principalement juifs, mais entre autres communistes, on a pu, en regardant dans le bottin des avocats, qu'il y avait un Raymond Sarraute. Donc, au lieu d'aller chercher ce monsieur Sarraute, on a débarqué dans l'appartement de Raymond et Nathalie Sarraute en disant, bon, on vous prend. Et à ce moment-là, il fallait que Raymond ait les preuves qu'il n'était pas juif. Pas évident, parce que sa mère l'était.
Donc il est parti à Drancy avec 42 avocats principalement juifs et il devait prouver qu'il ne l'était pas. Et il a fallu attendre des mois, mais grâce à des amis juifs qui étaient très actifs dans la résistance, enfin c'était clandestin, ils fabriquaient des documents et on a pu fabriquer un faux baptême, un certificat de baptême pour la mère de Raymond en Russie, la mère de Raymond qui n'avait jamais été baptisée et qui était bien juive. Et c'est comme ça qu'il a pu sortir de Drancy. Mais Nathalie a failli perdre son mari qui aurait pu être déporté et qui aurait pu, comme beaucoup de ses connaissances, périr dans les camps. Donc, ça l'a touchée de très près. Elle n'a jamais évoqué cet épisode.